Mes amis, bonjour, salut à tous, à tout le monde, à tous ceux qui sont là ou pas là, qui seront là plus tard, enfin voilà. J'espère que vous allez tous bien. Moi, tout va bien ici, à Vitré, tout se passe bien, le ciel est beau, les températures sont relativement clémentes, donc autour de 6-7 degrés le matin. Bon, c'est pas trop mal. Alors voilà, chers amis, nous allons très vite aller sur la page de l'histoire, puisque cette chaîne a vocation déjà de vous montrer un petit peu de quoi il en est dans notre pays, hein, quels sont les rois qui ont fait notre pays en fin de compte, hein, qui ont cimenté une longue histoire, une longue civilisation, certes avec une religion qui, me semble-t-il, n'est pas forcément en adéquation avec notre civilisation, mais enfin ça, c'est une autre histoire. La coopération maintenant doit se faire avec les religions, puisque que faire. Alors, de qui allons-nous parler aujourd'hui, chers amis? Ah, je vous pose la question. Eh bien, ce sera de Louis VI, Louis le sixième. Alors, où c'est qu'il est, lui? Louis le sixième. Euh, Hugues, Robert, Hugues, Henri Ier, Philippe, qu'est-ce que c'est que ça? Louis VI, voilà. Alors, Louis VI, fils aîné de Philippe Ier, donc le roi précédent, et de Berthe de Hollande, femme légitime, je rappelle, épouse légitime, sacrée à Orléans le 3 août 1108. Alors Louis VI, nous allons faire un petit peu son parcours. Alors, roi des Francs du 29 juillet 1108 au 1er août 1137, soit 29 ans et 2 jours, couronnement le 3 août 1108 en la cathédrale d'Orléans, prédécesseur Philippe Ier, successeur Louis VII le Jeune. Attendez, c'est quoi ça? Ouais, voilà, non, c'est ça. Non, enfin, décidément, je me perds tout le temps dans mes, comment dire, mes fenêtres. Alors, biographie, dynastie Capétien, date de naissance 1er décembre 1081, lieu de naissance à Paris dans l'Hexagone, hein, ou dans le pays de France si vous préférez, date de décès 1er août 1137 à 55 ans, lieu de décès, excusez-moi, lieu de décès je l'ai dit donc à Béthisy, Saint-Pierre dans l'Hexagone, sépulture nécropole royale de la basilique de Saint-Denis, père Philippe Ier décidément, mère Berthe de Hollande, conjoint à l'Élaïde de Savoie, donc voilà un médaillon ou une gravure, peut-être enfin je ne sais pas. Enfant donc Philippe de France, Henri de France, Robert de France, décidément, Constance de France, voilà, Pierre de France et Philippe de France, décidément, voilà. Religion catholicisme, donc, voilà un petit peu ce qu'était à l'époque médiévale ici le clergé, hein, comme vous voyez. Ici les fosses, enfin les fosses pour empêcher, comment dire, l'ennemi de traverser le pont-levis s'il n'est pas abaissé, hein, mais enfin ils ont quand même réussi parfois en, en circonvenant le château, ils faisaient un siège et puis voilà, bon bref. Le couronnement de Louis VI à Orléans, grande chronique de France enluminée par Jean Fouquet, vers 1455-1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits français. Bon, bref, inutile de continuer à lire. Alors, euh, Louis VI se dit le gros, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, éveillé, non, non dormir, c'est quoi ça? Ou le batailleur, né le 1er décembre 1081 à Paris, donc est mort le 1er août, bon ça on l'a lu. Alors parents, ça, il est le fils de Philippe Ier, 1062-1108, roi des Francs et de sa première épouse Berthe de Hollande. Après avoir répudié Berthe en 1092 et malgré les protestations du clergé, son père se remarie la même année avec Bertrade de Montfort, comtesse d'Anjou. De cette deuxième union naissent 4 enfants, dont 2 fils.
Biographie, enfance. Louis, jeune prince, issu du premier mariage de son père et élevé avec Suger, c'était un religieux, je crois. Oui, un moine. D'accord. Ses attributions théologiques et artistiques. Bon. Futur abbé de Saint-Denis, qui devient son ami proche, puis son conseiller. Au service de son père, donc, en 1092, son père l'investit du comté de Vexin et des villes de Mantes, donc Mantes-la-Jolie sans doute, enfin Mantes, hein, et de Pontoise. Il vit éloigné de la cour, sa mère ayant été répudiée et son père remarié à Bertrade de Montfort en 1097. À la tête de l'armée royale, il prend part à la guerre défendant le Vexin contre Guillaume le Roux, roi d'Angleterre, je rappelle, hein, donc fils de Guillaume le Conquérant. Après avoir été adoubé chevalier. Oui, c'était adoubé, voilà, c'était un titre avec l'épée, vous savez, sur les épaules. Le 24 mai 1096 à Abbeville, par Guy Ier de Ponthieu, comte de Ponthieu, donc, son cousin issu de Germain au premier degré, lui est associé au trône, puis combat le duc de Normandie et les sires châtelains du domaine royal, qui se montrent souvent rebelles à l'autorité royale. Enfin, son père devenu impotent, incapable de gouverner et de combattre, se réconcilie avec lui. Dans le courant de l'année 1101 ou 1103, il lui confie le gouvernement effectif du royaume en qualité de rex designatus, roi désigné donc. Entre 1101 et 1105, il investit aussi du comté de Vermandois. Pas Vermandois, Vermandois, pardon. Alors, roi de France, accession au trône, le 29 juillet 1108, son père Philippe Ier meurt à Melun et, suivant sa dernière volonté, est inhumé en l'église abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire. On a vu ça. L'inhumation terminée, lui, se doutant que son demi-frère Philippe de Montéry, souhaitant l'empêcher d'accéder à Reims, se hâte de rejoindre Orléans, situé à quelques kilomètres de Saint-Benoît-sur-Loire, afin de se faire sacrer au plus vite. Une raison supplémentaire pour ne pas se rendre à Reims était que l'archevêque de Reims d'alors, Raoul le Vert, on a un médaillon, mais voilà, on n'a pas plus que ça, avait été soutenu par le pape Pascal II. Voilà, le pape, c'est lui apparemment. Pascal II, donc, mais n'avait pas été reconnu par son père, qui lui préférait Gervais de Rethel. D'accord. Le sacre a lieu le 3 août 1108 dans la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Il reçoit l'onction très sainte de la main de Dimbert, l'archevêque de Sens. Voilà. Vous remarquerez qu'ici il y a un signe odinique, vous voyez. Regardez bien. Certains appelleront ça le trèfle à 5 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5. Mais en fait, il s'agit d'un, je ne sais pas comment on appelle ce signe, mais c'est un signe odinique. Enfin bon, avait été soutenu par le pape Pascal II, donc je l'ai dit, mais n'avait pas été reconnu par son... Oui, bon. Le sacre a lieu le 3 août 1108 dans la cathédrale de Sainte-Croix d'Orléans. Il reçoit l'onction très sainte de la main de Dambert, l'archevêque de Sens. Raoul le Vert envoya ses messagers pour contester la validité du sacre, mais il était trop tard. Bon, vous voyez les jalousies entre membres de famille, hein, proches sanguins pourtant. Hein. Louis VI encourage les mouvements communaux, associations professionnelles, sociales et religieuses dès 1210. L'octroi... Ah tiens, j'aurais pu mettre un peu de musique quand même. Oh non, c'est pas vrai, à chaque fois je fais la même erreur. Voilà, je crois que c'est ça. Alors ça a été considéré comme... C'est considéré comme un droit d'auteur, ça vous rendez compte, c'est des vidéos libres à partager, non, pour YouTube ça devient un droit d'auteur, d'où la censure, vous voyez. Enfin bon, Louis VI encourage... Attendez, je suis bien là...
Alors Louis VI encourage les mouvements communaux, donc associations professionnelles, sociales ou religieuses. Dès 1110, il octroie aux habitants des villes divers avantages fiscaux et le droit de s'administrer sous la direction d'un maire. Il lutte pendant plus de 30 ans, 1101-1135 donc, contre le brigandage perpétré par certains seigneurs du nord du domaine royal. Donc, tels que Hugues du Puiset, 1118, les seigneurs de Montmorency et de Beaumont, 1101-1102, et Eble de Roissy. D'accord. Il intervient aussi au sud de la Seine contre Guy le Rouge. Qui c'est ça, Guy le Rouge? Guy le Rouge, à cause de la couleur de ses cheveux, connu comme Guy Ier de Rochefort. D'accord, bon. Le Rouge et son fils Hugues de Crécy, de la famille de Montlhéry. Ouais, Montlhéry, c'est une très belle ville. Hein. De l'Essonne, ouais, voilà. Assurant, regardez. Vous avez vu un peu le domaine, hein. Montlhéry, assurant aux Capétiens la liberté de circuler entre Paris, Orléans et Melun. En 1108, il se rend à Saint-Julien. Alors attendez, je vois un peu quelque chose, si c'est long. Oui, ça paraît un peu long, donc on va pas... Ouais, je vais pas trop lire. Hein. Voilà. Donc je baisse un peu. Ici le diplôme en latin de 1111 par lequel le roi Louis VI, après avoir fait prisonnier le seigneur du Puiset, fait raser son château et abolit les coutumes établies par ce seigneur sur les terres de l'abbaye de Saint-Denis, archives nationales. Je sais pas, normalement c'est dans le droit public. Hein. Ouais, normalement, oui. Voilà. Bon, je vais pas trop lire ici. Le dimanche des Rameaux, 1115, il est présent à Amiens. Bon voilà, hein, on laisse un peu passer le côté. Le roi Louis VI, le Gros confirme un échange de 2 serves entre le chapitre cathédral de Notre-Dame de Paris et ses chanoines de l'abbaye de Sainte-Geneviève. Archives, bon, ok. Ça, c'est succession. La succession était destinée à son fils Philippe, couronné roi associé le 14 avril 1129, mais la mort accidentelle de ce dernier en 1131 amène le cadet Louis le Jeune, voilà le médaillon apparemment, destiné à une carrière ecclésiastique et non éduqué à la fonction royale, à devenir l'héritier. Il est donc couronné roi associé à son tour le 25 octobre 1161 et à partir de 1135, donc Louis VI règne désormais sans gouverner. Ah, Louis VI il règne sans gouverner. Bon, alors en mai 1137, la paix est conclue avec Étienne de Blois. Voilà Étienne de Blois. Roi d'Angleterre, et le roi reçoit l'hommage d'Eustache. Alors qui était Eustache, 4 de Blois, fut comte de Boulogne de 1146 à 1153. Fils de ce dernier, pour la Normandie, Louis VI avait noué des rapports amicaux avec Guillaume X d'Aquitaine. Voilà le portrait peut-être, enfin en tout cas une peinture. Hein. Voilà. Duc d'Aquitaine, donc celui-ci, avant de mourir, donne sa fille et héritière Aliénor. Voilà le gisant d'Aliénor, d'Aquitaine, aussi connu sous le nom d'Éléonore d'Aquitaine ou d'Éléonore de Guyenne, née vers 1124 et morte à Poitiers le 31 mars ou le... Oh non, c'est pas vrai. Vous voyez, l'ordinateur, ce qu'il y a de mauvais, c'est que ça déclenche des réflexes non contrôlés, des doigts, des mains, bon voilà. Bon, je sais plus où j'en étais là. Voilà. Sa fille, voilà, Aliénor. Ah oui, d'accord, Aliénor.
morte à Poitiers le 31 mars ou le 1er avril 1204, a été tour à tour roi de France puis reine d'Angleterre. Ben, dis donc. Au fils aîné du roi qui lui confie sa terre, recevant ses envoyés début juin 1137, permettant par là à la dynastie capétienne de reprendre de l'influence dans la France méridionale par le contrôle de cet immense fief. Alors sa mort. Alors qu'il rentre d'une expédition punitive contre le seigneur pillard de Saint-Brison sur Loire, près de Gien, Louis le Gros tombe soudainement malade au château de Béthisy, Saint-Pierre, voilà, est une commune française située dans le département de l'Oise, en région bref, située dans la vallée de l'Automne en forêt de Compiègne, entre Saint-Lys et Compiègne. Donc Louis VI, qui est devenu semi-impotent à l'approche de la cinquantaine et a dû renoncer au plaisir de la guerre et de la table, meurt le 1er août 1137 et suite d'une dysenterie. Fréquente lorsque les conditions sanitaires sont insuffisantes, en particulier lorsque les aliments et l'eau ne sont pas propres. Il est inhumé en l'église de l'abbaye royale de Saint-Denis. Son fils Louis, âgé de 17 ans, est couronné depuis 6 ans et lui succède sans contestation. Bon, ben c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que la dysenterie? Oui, bon, ils ne le disent pas. Alors, voilà un petit peu un moyen relief en pierre calcaire représentant un roi en pied, en position repliée, donc portant la maquette d'une église qu'il offre à Saint-Vincent, Saint-Vincent de Paul donc, se trouve sur un autel liturgique roman dans la petite église d'Avenas. Attendez, Saint-Vincent, c'est pas Saint-Vincent de Paul, non. Commune du Haut-Beaujolais, située dans le département du Rhône. Non, normalement, Saint-Vincent de Paul, c'est plus tard, enfin, il me semble. Exécuté entre 1118 et 1124 par le maître d'Avenas, dont le nom est resté inconnu à ce jour, ce bas-relief montre un roi couronné, déjà bedonnant, une inscription latine sur la même pierre, donc le qualifie de Rex Ludovicus Pius, roi Lieu le Pieux. Certains disent que ce roi serait Louis VI, d'autres disent qu'il correspond plutôt à Louis le Pieux ou encore à Louis VII de France. Bon, ça, c'est discutable, on ne peut pas trancher véritablement, n'ayant pas d'autres sources. Alors voilà ici le gisant de du roi Louis VI, basilique de Saint-Denis. Je donne des photos parce que YouTube ne semble pas en tenir compte. C'est curieux, hein. Louis VI par Marie-Joseph Blondel vers 1837. On voit pas trop qu'il est bedonnant. Bon, c'est vrai qu'on voit juste le haut du buste, enfin de la poitrine. Alors, bon, ben, je vous laisse lire surnom. Alors, le roi eut divers surnoms de son vivant. Le plus fréquent est celui de Grossus, ainsi que ceux de Grassus et obèse Penguis. Son obésité est due à celle héritée de ses parents et à l'alimentation excessive qui caractérise les guerriers chasseurs. Les autres surnoms utilisés furent ceux d'éveillé, non dormiens, en raison de ses insomnies, et probablement de batailleur, donc en raison de ses incessantes campagnes guerrières, ou de Thibaut, probablement en hommage à Thibaut III de Blois. Bon, alors, ascendance, voilà, je vous laisse un petit peu regarder, hein, chers amis. Adélaïde de Savoie, qui c'est ça? Je vois pas trop qui c'est. Voilà mes amis, hein, je crois que, bon, bilan du règne, ça c'est les médailles, voilà, avec probablement série métallique des rois de France, vue d'artiste de Louis VI le Gros. Voilà, ce serait Louis VI le Gros, ça vous voyez?
Il est joufflu, effectivement, d'après la gravure. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. Hein. Écoutez, et là, qu'est-ce qu'on peut dire là? Oh là, il y a une carré là. Louis VI le Gros octroie aux Parisiens leur première charte. Peinture de Jean-Paul Laurens, hôtel de ville de Paris, 19e siècle. Bon, je ne sais pas ce que ça représente. Hein. Voilà un petit peu le parcours. Louis VI le Gros au cinéma. Alors, je ne sais pas, ils ont fait des films sur lui, ça c'était étonnant. Didier Lepin. Ah, les visiteurs, oui, ça. La Révolution. Bon. Voilà, puis les articles, puis voilà, sources primaires, différents écrits, études historiques, voilà, ça c'est les chercheurs hein, qui se penchent là-dessus, sur tel ou tel roi, liens externes, voilà. Bon, je vous laisse un peu, chers amis, les notes, bon, on va pas s'arrêter là, ou plutôt non, on s'arrête là, excusez-moi, hein, je bafouille un peu. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous partager ce matin? Ben, pas grand-chose sur le plan de l'actualité. On va essayer 4-2, mais je crois que là, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas trouvé grand-chose ce matin sur ce média, que je vous encourage, chers amis, si vous le souhaitez, le soutenir. Voilà. Bon, ben, quand vous voulez. Oh! Là, c'est très long. Et Windows, c'est pas... Il paraît, j'ai entendu parler aussi que... comment dire... que Mac, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Enfin bon, c'est peut-être moins chiffré que Windows, mais bon. Alors ici, vous avez le Becoming de Brigitte, épisode 6 de 15 minutes, si vous voulez l'écouter, avec ici... comment vous l'appelez Xavier Poussard, voilà, il montre pour la première fois son visage sur cette vidéo. Alors la vidéo sur le site de Candace Owens dure plus longtemps, dure environ 45 minutes avec un interview ou un entretien plutôt. Xavier Poussard donc, hein, au-delà de 15 minutes. Hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Candace Owens dit que Xavier Poussard a initié la sortie du dossier touchant Brigitte Macron. C'est pas tout à fait vrai. Je tiens à vous le dire, je veux rectifier ce tir quand même. Ce sera la seule information que je vous donne là-dessus. Après, à vous de vous faire une idée. Moi, je ne fais que rapporter ce que je sais, ce que j'entends, ce que je lis. Xavier Poussard n'est pas l'initiateur, encore qu'il accepte. Hein, il accepte cette qualification ou cet adoubement. C'est pas lui qui a initié, Xavier Poussard, l'enquête. C'est Natacha Ray et Amandine Roy hein, qui ont été condamnés, comme peut-être vous en avez entendu parler, par le tribunal, je ne sais plus lequel, la 17e chambre. Alors c'est pas sur le fond de l'affaire qu'elles ont été condamnées, les deux femmes. D'ailleurs, à ce propos, Natacha Ray a un cancer assez avancé. Alors si vous voulez faire un nom, je ne sais pas par quel domaine le faire, l'aider dans son combat, faites un don, hein, si vous voulez, selon vos moyens. Voilà, j'en appelle à votre générosité devant cette femme, parce que je crois qu'au-delà de ce qu'elle a fait en tant que journaliste indépendante, alors que Xavier Poussard dit qu'elle n'était pas journaliste. Lui, il est journaliste, c'est vrai, ça, il est journaliste indépendant, mais il est journaliste. Mais elle aussi. Ah oui, c'est comme ça qu'elle était qualifiée au tout début. Alors c'est Natacha Ray avec Amandine Roy, qui ont apporté à Xavier Poussard un dossier béton. Enfin, un dossier béton, d'après les interprétations, hein, je sais pas. Moi, j'ai pas vu le dossier. Mais un dossier sur Brigitte Macron. Alors, à savoir que c'est elle qui a initié ces dossiers, les photos qu'elle a remises à Xavier Poussard. Et c'est lui qui a poussé le travail beaucoup plus loin. Alors après, je vous laisse juge de voir ce qu'il y a de vrai, de faux. En tout cas, moi je ne suis pas là pour juger, encore une fois, hein, je le rappelle, je suis là uniquement pour transmettre. Je suis là que pour apporter des faits. C'est tout. Je ne juge ni les uns ni les autres dans cette affaire. Moi, ça ne me regarde pas.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que Natacha Ray et Amandine Roy n'ont pas été condamnés sur le fond de l'affaire, mais sur 2 ou 3 détails dont le juge ou la juge, je ne sais pas, les ont condamnés. Alors à ce propos, bien sûr, elle touchait une pension qui lui a été supprimée par l'État, hein, l'État de notre pays. Et maître Enguerrand ou Enguerrand, je ne sais pas comment il s'appelle exactement, est poursuivi, enfin harcelé, on va dire, hein, harcelé plus ou moins à propos de cette affaire. Bon, après, voilà, je ne dis pas davantage. Maintenant, poursuivons d'autres points d'actualité. Qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, Dimitri Medvedev pour la Russie. L'Ukraine mort, oui, bon, la mer de 200 mètres, d'accord. Bon. Alors ici, vous avez quelqu'un, le ministre des Affaires, voilà, je vais vous donner cette information. Le ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Jean-Noël Barrot, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas, appelle les Français à faire des efforts, à se sacrifier lors des prochaines, comment dire, lors des prochains épisodes, si Emmanuel Macron envoie l'armée française sur le front ukrainien contre les Russes. Hein. Je ne sais pas s'il va le faire. Mais voilà ce que dit, cet homme. Je maintiens qu'au moment de notre histoire, où nous devons apprendre, où nous devons reprendre en main notre sécurité, cela va supposer des efforts financiers, SIC. Mais la défense ne se joue pas seulement dans les dépenses militaires, elle se joue aussi dans les esprits. Ma mission en tant que ministre des Affaires étrangères est de contribuer au réarmement des esprits pour que nous nous préparions collectivement à ces efforts que nous devons faire, y compris d'envoyer les enfants de nos familles au front. Bien sûr, aucun journaliste présent sur le plateau n'a rebondi sur cette déclaration délirante. Voilà. Et le mieux, ce serait de l'écouter peut-être. C'est quel média ça? Ah oui, si je... Non, bon, je vais pas le mettre parce que... Non, c'est pas que ce soit un droit privé, mais je pense pas d'ailleurs. Bon, ici, tempête politique, François Bayrou sous le feu des critiques. Alors, y aura-t-il procès dans l'ensemble de ce qui s'est passé à Betaram ou pas? Voilà, hein, vous savez ce qui s'est passé, chers amis. Des prêtres, des instituteurs, ou éducateurs, ou professeurs, je ne sais pas, auraient eu des rapports avec des enfants, des rapports, on va dire... comment dire, anormaux, quoi, hein, je ne vais pas dire plus, je ne vais pas dire le terme parce que sinon YouTube va me striker la vidéo. Mais voilà, donc il y a eu des plaintes depuis 1995 ou 98, je crois, de quelques parents. Et là, ça prend un essor beaucoup plus haut encore, parce que M. François Bayrou a objecté qu'il n'était pas au courant, qu'il ne savait pas, alors qu'il avait 2 de ses enfants qui étaient là-bas, dans ce centre. Alors c'est un centre religieux sous contrat, donc hein, un centre religieux chrétien, bien sûr. Encore vous allez me dire, l'église sous le feu de la rampe, hein, bon. Remarquez, bon, quand on veut tuer un chien qui n'a pas de gale, on dit qu'il a la gale. La peste, pardon. Un chien quand on veut abattre un chien, on dit qu'il a la peste. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je défends pour le coup les chrétiens, parce que ça n'a absolument rien à voir avec la religion, le comportement de quelques prêtres ou de quelques gens, individus, laïcs ou ou religieux, ou je ne sais pas, du clergé, j'en sais rien. Ça n'engage pas toute l'Église. Bon, on pourrait en dire autant pour les 2 autres religions. Hein, franchement, quand on lit un peu le contenu de certains livres, bon... Voilà, il y aurait de quoi un peu... Et puis bon, il y a eu des affaires, rappelez-vous quand même, sous une autre religion, je ne dirais pas son nom, mais où des responsables religieux ont été pris la main dans le sac, pour pas dire autre chose. Hein. Voilà, tout simplement. Alors ici, un micro-trottoir fait par une chaîne, je ne connais pas qui c'est,
À propos des Français, alors, micro-trottoir, les Français découvrent Jean-Jacques Trogneux, neveu de Brigitte Macron. Et quand on regarde Jean-Jacques Trogneux, on dit qu'il ressemble à Macron, à Emmanuel Macron, pourtant ce n'est pas son parent. C'est le parent de Brigitte Macron, voilà. Donc il y a une ressemblance. D'ailleurs, ici, vous voyez sur le côté des joues les plis que Brigitte Macron, on n'a pas la photo ici, a aussi. Vous voyez? Bon, comprenne qui pourra. Hein. Moi, voilà, je ne fais que rapporter ce que je sais. Bon, ben c'est tout, chers amis. Je crois qu'il n'y a pas d'autres. Je n'ai pas d'autres sujets à vous donner. Je suis navré de ne pas pouvoir vous donner d'autres informations. Alors oui, on peut parler bien sûr des entretiens qui ont eu lieu là hier, enfin hier pour vous c'est avant-hier. Donc vous prenez la vidéo jeudi. Bon, alors en fait c'était avant-hier, c'était le lundi 17 février 2024, les entretiens entre les États-Unis, la Russie et uniquement les deux partenaires, les deux superpuissances, à propos des accords sur un désengagement militaire et on va dire un début de paix peut-être probable, en tout cas un désarmement, voire une volonté des deux parties de renouer diplomatiquement, donc hein, en envoyant des ambassadeurs de part et d'autre et des diplomates donc en échange dans les deux pays. Parce que depuis un certain temps, les diplomates étaient retirés les uns après les autres de la Russie par les Américains contre la Russie. Hein. Et là, le président Trump, donc Donald Trump, veut rétablir l'ambassade, donc les diplomates et les fonctionnaires américains en Russie, et accepter bien sûr, moyennant les patentes, hein, comme il se doit en échange des deux pays, des diplomates russes et leur personnel administratif sur le sol américain. Donc ils veulent rétablir des liens diplomatiques d'abord. Ensuite, Monsieur Donald Trump ou son conseiller, je ne sais pas, c'est pas Elon Musk, je ne sais pas, son conseiller ainsi que le conseiller russe appellent les Européens à prendre part, à décider de la paix en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Donc Donald Trump veut à tout prix que les Européens s'engagent à arrêter leur belligérance vis-à-vis de la Russie et à coopérer avec les deux parties, en fait à collaborer, si vous voulez, pour une paix durable. Alors ça, c'est des propos qui ont été tenus lundi. Ensuite, Monsieur Donald Trump, je dis monsieur parce que bon... Alors, Monsieur Donald Trump, président des États-Unis, je le rappelle, 47e, je crois, président des États-Unis, a appelé les pays européens, dont la France, s'il vous plaît, à rendre les biens confisqués de la Russie. À la Russie, donc, vous voyez, les biens retenus en Europe, les biens russes, hein, les biens financiers, les biens, je ne sais pas, mobilier, immobilier, j'en sais rien, les entreprises russes sur le sol européen, qui auraient pu être confisqués, ou en tout cas mis sous contrôle de Bruxelles, ou de quelques pays, j'en sais rien, ainsi que les biens financiers, évidemment, l'or, l'argent, enfin, tout ça, de rendre à la Russie tous leurs biens. C'est un appel du président Donald Trump. Et vous croyez que les États européens vont dire non? Pensez donc. Pensez donc. Les Européens, les Français en tête, certainement, vont obéir. Hein. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, la France? Même l'Europe n'est pas de poids avec deux superpuissances associées. Si tant est qu'ils s'associent pour rétablir, on va dire, des liens d'amitié entre les deux pays. Ça, on ne sait pas encore. Alors c'est vrai qu'on dit que M. Donald Trump fait les choses un peu dans un certain désordre apparent. J'ai bien dit apparent, attention. C'est vrai qu'il a l'air d'envoyer les choses les unes après les autres dans un ordre un petit peu différent de tous les hommes politiques qui se sont succédés depuis Washington, j'allais dire. Donc il n'a pas si vous voulez, une méthode
successives comme l'ont fait tous ses prédécesseurs, y compris républicains comme Donald Reagan et autres. Hein. Non, non, il a une manière à lui. Mais vous inquiétez pas, il sait bien ce qu'il fait. Il sait bien mener ses affaires. Ça, je vous le garantis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, chers amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, c'est pas que je défends les États-Unis, ni la politique de M. Donald Trump, mais il faut rendre à chacun ce qui lui est dû. Bon, on peut aimer ou pas aimer Vladimir Poutine, on peut aimer ou pas aimer Donald Trump. Moi, comme je vous l'ai dit, tous les hommes politiques ont quelque chose de semblable, hein, plus ou moins. Bon, ils cherchent tous un peu leur intérêt. Maintenant qu'il y en a quelques-uns qui fassent plus que d'autres, je ne dis pas le contraire, hors de bien ou de mal. Là, en l'occurrence, ça semble aller dans un certain bon sens. Après, nous verrons dans le long terme. On ne peut pas juger cela avec des paroles ou des propositions. On va voir ça dans le long terme. Moi, je suis prudent concernant la politique américaine. Parce que les Américains, excusez-moi, ils nous ont jamais vraiment aimés. Nous, les gens d'Hexagone, depuis le début. Même après que Lafayette, le marquis de Lafayette, a obtenu, grâce aux hommes que Louis XVI a envoyés aux États-Unis pour aider Lafayette, le marquis de Lafayette à faire ses démarches militaires et bouter les Anglais dehors. Mais dès lors que les États-Unis ont eu leur indépendance, ils n'ont jamais aimé ce qu'ils appellent toujours d'ailleurs depuis la vieille Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, ça a toujours été un pays en guerre, les États-Unis. Alors, est-ce que le président Donald Trump ferait une exception? On peut se poser la question. Je dis pas oui, je dis pas non. Je dis pas qu'il ne fera rien. Je dis pas qu'il fera vraiment tout ce qu'il propose. Je ne sais pas. Je ne sais pas, le temps jugera. Il a que 4 ans pour faire une politique qui, à mon goût, demanderait plusieurs années. C'est vrai que dès qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, il a signé plus d'une centaine de décrets. Et attention, les décrets aux États-Unis, tout est basé sur une constitution solide. Alors, une constitution républicaine, enfin je veux dire démocratique. Il n'y a rien de royal et de monarchique chez les Américains, faut le dire. Mais enfin, la Constitution était approuvée par le peuple, pour le peuple, j'allais dire, pour le peuple américain, évidemment. Et donc, la Constitution est beaucoup plus solide et reconnue par ses amendements par tous les politiques de gauche comme de droite, de tous les partis, même les plus petits. La Constitution est reconnue par les uns et par les autres. Voilà, donc il n'y a pas de... Il y a allégeance au drapeau, jurer, comme on dit, alors c'est sur la Constitution, la main sur la Bible, la main levée, là vous savez. Mais enfin, il y a un engagement au drapeau où toutes les nationalités présentes sur le sol américain font allégeance. Allez, il faut que quelqu'un qui veut la nationalité française connaisse la langue anglaise par cœur et qui connaisse aussi, bien sûr, le drapeau américain et l'histoire de la Constitution et des hommes politiques depuis Washington jusqu'à aujourd'hui, Donald Trump, pour recevoir le certificat de nationalité américaine. Ne devient pas américain qui le veut. Voilà, il y a des allégeances, des choses, des propositions à faire. Est-ce que tu connais l'histoire du pays des États-Unis? Oui, monsieur. Bon, on va t'interroger. Ils interrogent, et s'il répond bien, il sera citoyen. Allégeance au drapeau et à la Constitution américaine. Mais nous, bon, on n'en est pas là. Loin de là. On l'était sous la monarchie. Et oui. Voilà, chers amis, ce dont je voulais vous parler, vous entretenir aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Si vous voulez soutenir mon travail, vous savez ce qu'il reste à faire. Je ne vais pas insister parce que YouTube n'aime pas tellement. Mais je vous invite à prendre part à cette chaîne, à la chaîne que j'ai fondée. Donc c'est votre chaîne aussi. Ne restez pas, si je peux me permettre, ne restez pas de simples spectateurs assis sur votre divan, sur votre fauteuil, sur votre chaise. Prenez part, dites à YouTube que vous aimez cette chaîne et le travail que son directeur, c'est-à-dire moi-même, votre serviteur, que je fais. Voilà, donc je vais revenir ici à la page d'accueil. Alors, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Alors je vous remercie bien sûr mes amis de m'avoir suivi, d'avoir été patient, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que je suis bavard.
Mais je ne veux pas trop prendre de votre temps non plus, parce que le temps de chacun de nous, de chacun de vous est précieux évidemment. Alors n'hésitez pas à dire à YouTube que vous aimez mon travail, si vous l'aimez. Hein. Si vous ne l'aimez pas, ben, ne dites rien, ne faites rien. Et nous nous disons donc, chers amis, à très bientôt. Au revoir. Je vous laisse écouter bien sûr ce fond musical qui est une musique de troubadour dans la période médiévale. Au revoir.